Bienvenue dans les aventuriers de la pensée. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré les trois grandes voies ouvertes par les historiens du XIXe siècle. La voie politique de Ranke, la voie populaire de Michelet et la voie économique de Marx. Chacune était une révolution, mais elles restaient largement séparées. Au début du XXe siècle, la recherche universitaire reste dominée par le modèle de Ranke. Les grands hommes, les batailles et les événements politiques forment la trame du récit savant. Pourtant, une nouvelle génération de chercheurs, imprégnés de sociologie, d'économie et de géographie, ressent la profonde étroitesse de cette perspective. Leur ambition ? Embrasser le passé dans toute sa complexité en explorant ce qui fait la vie des sociétés. Cette soif va donner naissance, en France, à l'une des plus grandes aventures intellectuelles du XXe siècle, la révolution de l'école des annales. Et à la tête de cette révolution, il y a un duo d'amis. Deux esprits aussi différents que complémentaires. Nos aventuriers du jour, Lucien Febvre et Marc Bloch. L'aventure commence à la fin des années 1920, à l'université de Strasbourg. Strasbourg, ville redevenue française après la guerre, est un carrefour intellectuel bouillonnant. C'est là que Lucien Febvre, le bretteur, le polémiste au verbe haut, et Marc Bloch, le médiéviste érudit, méticuleux et plus réservé, se rencontrent. Ils partagent la même frustration, la même colère contre l'histoire qui domine alors l'université, celle de leur maître de la Sorbonne. Une histoire qu'ils jugent sèche, étroite, presque morte. Cette histoire traditionnelle, c'est d'abord une histoire politique. Elle s'intéresse quasi exclusivement aux États, aux rois, aux ministres, aux diplomates. C'est ensuite une histoire événementielle. Elle se concentre sur les dates, les batailles, les traités, les grands événements qui sont comme l'écume à la surface de l'océan. Enfin, c'est une histoire qui se méfie des autres disciplines, une histoire qui reste entre historiens. Febvre et Bloch veulent faire exploser ce carcan. Ils rêvent d'une histoire plus large, plus vivante, une histoire qui dialoguerait avec la géographie, l'économie, la sociologie naissante de Durkheim. Une histoire qui ne se contenterait plus de raconter des événements, mais qui poserait des problèmes pour comprendre les sociétés dans leur totalité. En 1929, ils lancent leur arme de guerre, une nouvelle revue, et son titre est, en soi, un manifeste et une provocation. Ils l'appellent les Annales d'histoire économique et sociale. Pourquoi choisir ce titre étrange, les Annales ? Ce mot faisait référence à la forme la plus archaïque de l'histoire, la simple chronique des événements, année par année, une pratique que les historiens scientifiques de l'époque méprisaient. N'est-ce pas contradictoire ? C'est là que réside toute l'ironie et l'audace de Febvre et Bloch. Le choix du titre est une critique déguisée. En substance, ils disent à leurs adversaires « Vous qui nous accusez de ne pas être de vrais historiens, regardez votre propre travail. Votre histoire, obsédée par la succession des batailles et des traités, n'est au fond qu'une chronique glorifiée. Vous êtes les vrais analystes. Nous, en reprenant ce titre, nous allons lui donner un nouveau sens. Nous allons vous montrer ce que c'est que de faire une histoire qui ne se contente plus de raconter, mais qui cherche à comprendre. Ce n'est donc pas une réhabilitation de la chronique, c'est un détournement de son nom pour en faire l'emblème d'une nouvelle histoire, une histoire problème. Et les adjectifs économique et social sont le cœur du manifeste. Ils déclarent que l'histoire doit s'intéresser à la vie matérielle, aux structures économiques, à la vie des paysans, des marchands, des ouvriers. Enfin, la revue est ouverte. Febvre et Bloch y invitent des géographes, des sociologues, des économistes. Ils brisent les frontières universitaires. Le message est clair, l'histoire n'est plus une citadelle assiégée, c'est un carrefour. Les Annales ne sont donc pas juste une revue, c'est un programme de combat pour une histoire totale. Lucien Febvre va ouvrir un nouveau continent pour l'histoire, celui des mentalités. Il veut faire l'histoire de ce qui semble ne pas en avoir, nos émotions, nos croyances, nos sensibilités. Son aventure la plus célèbre est son livre « Le problème de l'incroyance au XVIe siècle », publié en 1942. Il part d'un débat qui agite son époque. L'écrivain Rabelais, avec ses moqueries féroces entre l'Église, était-il un athée secret, un libre penseur avant l'heure ? Pour Febvre, cette question est un piège, un anachronisme. Le coup de génie de son enquête n'est pas de chercher une nouvelle réponse, mais de changer la question. Sa question devient un athéisme, au sens où nous l'entendons,
était-il seulement pensable au XVIe siècle? Pour y répondre, il mène une enquête vertigineuse, non pas sur Rabelais, mais sur son monde. Il explore la langue de l'époque, les connaissances scientifiques, la vision du temps, et sa conclusion est une bombe. Non, l'athéisme moderne était impensable. L'outillage mental de l'époque ne le permettait pas. Il n'y avait aucune explication alternative, comme l'évolution ou le Big Bang, pour expliquer l'existence de l'univers. Ne pas croire en Dieu, c'était accepter un monde sans aucune explication. C'était absurde. Le monde était si imprégné de religion que même la critique la plus féroce de celle-ci se faisait de l'intérieur. Fèvre conclut finalement que Rabelais n'était pas un incroyant, mais un croyant passionné qui voulait réformer sa religion. Il prouve, par cette enquête, que nos sentiments et nos catégories de pensée ne sont pas éternels, ils ont une histoire. Marc Bloch, lui, adopte une méthode d'enquête régressive. Pour comprendre un paysage du Moyen-Âge, il considère qu'il faut partir du paysage d'aujourd'hui et remonter le temps, comme un détective remonte une piste. Son chef-d'œuvre, Les Rois thaumaturges, 1924, est un polar historique. L'énigme, pendant des siècles, en France et en Angleterre, des milliers de gens ont cru que le roi pouvait guérir une maladie terrible par le simple toucher. Cette maladie, ce sont les écrouelles, une forme de tuberculose ganglionnaire qui provoquait des gonflements et des fistules purulentes au niveau du cou. Une maladie impressionnante et souvent incurable à l'époque. Comment une croyance aussi extraordinaire, le toucher royal, a-t-elle pu naître et durer si longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle? En menant une enquête comparative sur près de 1000 ans, Bloch va faire bien plus que résoudre une énigme médicale. Il va nous révéler la source même du pouvoir royal. Dans nos sociétés modernes, le pouvoir est légitimé par la loi, par la Constitution, par le vote. C'est un pouvoir rationnel, désincarné. Mais dans le monde que décrit Bloch, la source du pouvoir est d'une toute autre nature. Elle est surnaturelle. Le roi n'est pas seulement un chef politique, il est un être à part, choisi par Dieu. Son corps n'est pas un corps ordinaire, il est le point de contact entre le monde des hommes et le monde divin. Et le toucher royal est la preuve vivante, la démonstration spectaculaire de ce statut exceptionnel. Bloch montre que ce rituel n'était pas une simple superstition populaire que la monarchie aurait tolérée. C'était une cérémonie politique essentielle, soigneusement mise en scène, qui se déroulait après le sacre. En touchant les malades, le roi ne faisait pas que guérir, il performait son pouvoir. Il montrait à tous de la manière la plus tangible qui soit qu'il était l'élu de Dieu, qu'il tirait son pouvoir de lui et que sa légitimité était donc indiscutable. L'enquête de Bloch est donc une histoire de foi, mais c'est surtout une histoire de la propagande et du pouvoir incarné. Elle nous montre comment, pendant des siècles, la légitimité politique reposait non pas sur des textes de loi, mais sur la croyance partagée dans le corps miraculeux du souverain. Cette aventure commune des deux hommes sera tragiquement interrompue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marc Bloch, qui aurait pu se réfugier aux États-Unis, choisit de rester en France et de rejoindre la résistance. Il est arrêté par la Gestapo, torturé et fusillé en 1944. Son dernier texte, L'étrange défaite, publié après sa mort en 1946, est un témoignage essentiel sur la France de 1940. L'aventure de Lucien Febvre et Marc Bloch est celle d'une fraternité intellectuelle qui a changé l'histoire. Ils ont fondé une nouvelle manière de questionner le passé, plus large, plus profonde, plus humaine. Après la mort de Bloch, un autre géant prendra le relais pour porter l'héritage des annales à une échelle encore plus vaste. Nous le suivrons dans notre prochain épisode. D'ici là, surtout, restez curieux.